Aujourd'hui, on va s'intéresser à un lieu exceptionnel, la basilique de Saint-Denis. Et attention, on ne parle pas juste d'une église, hein, c'est bien plus que ça. C'est carrément le cœur battant de l'histoire de France. Le lieu où tout commence, où tout se joue et où tout s'achève pour la monarchie. Plus de 70, c'est énorme, plus de 70 monarques français, rois, reines, princes, princesses, tous réunis là. C'est une concentration de l'histoire royale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une dynastie de pierre, littéralement. Et c'est ça qui est fou. Saint-Denis, ce n'est pas juste un cimetière, c'est LA nécropole royale. La cour finale, silencieuse, de toute la monarchie. C'est l'endroit où les rois, même morts, continuaient d'incarner la grandeur de leur royaume. Alors, la grande question c'est comment? Comment une simple abbaye en dehors de Paris a-t-elle pu devenir ce symbole ultime du pouvoir? Pour comprendre, il faut remonter le temps, loin en arrière, à un moment charnière où une dynastie s'écroule et où un homme, particulièrement ambitieux, est prêt à tout pour prendre le pouvoir. Allez, on se projette. On est en 751. Sur le papier, le royaume des Francs est dirigé par les Mérovingiens. Mais, je dis bien sur le papier, parce que dans la réalité, c'est une toute autre histoire. Alors, imaginez le tableau. D'un côté, on a le roi, Childéric III, le dernier des Mérovingiens. Son pouvoir, eh bien, il ne tient plus qu'à ses cheveux. Oui, oui, sa longue chevelure. C'était un symbole hyper important pour ces rois, le signe de leur force, de leur virilité royale. Lui couper les cheveux, c'était en quelque sorte le castrer politiquement. Et d'autre côté, on a Pépin, dit le Bref, le maire du palais, un type hyper actif, ambitieux, qui en réalité fait tourner la boutique depuis déjà 10 ans. Forcément, une situation pareille, ça ne pouvait pas durer. Et la fin, elle est brutale. Vraiment. Une délégation débarque devant le roi et lui annonce que c'est terminé. On ne négocie pas, on exécute. On l'attrape, on sort les ciseaux et on coupe cette fameuse chevelure sacrée. Les cheveux qui tombent par terre, c'est le symbole de toute une dynastie qui s'effondre. Une fois tondu, il n'est plus rien. On l'envoie direct dans un monastère. Fin de l'histoire pour lui. Mais attention, ce coup d'État, ce n'était pas de l'improvisation, loin de là. Pépin était malin. Il savait qu'un coup de force, ça ne suffit pas. Il lui fallait la bénédiction de Dieu. Alors il envoie son homme de confiance, l'abbé de Saint-Denis, un certain Fulrad, voir le pape à Rome. La question posée est d'une simplicité redoutable. Au fond, qui mérite d'être roi? Celui qui porte le titre sans rien faire ou celui qui exerce vraiment le pouvoir? La réponse du pape, c'est un petit bijou de diplomatie. C'était le feu vert, le blanc-seing que Pépin attendait. Bon, le coup d'État, c'est fait. Pépin est roi. Mais il le sait, pour que sa dynastie dure, il lui faut plus qu'un coup de force. Il lui faut ce fameux sceau divin. Et là, le destin va lui faire un cadeau incroyable. Le pape Zacharie meurt et son successeur, Étienne II, se retrouve dans une situation, disons, catastrophique. Et c'est cette crise qui va sceller pour toujours le sort de la papauté et celui du nouveau roi des Francs. À Rome, c'est la panique totale. Le roi des Lombards, Astolphe, est à leur porte, prêt à tout raser. Le protecteur officiel de l'Église, l'empereur byzantin, il est aux abonnés absents, il s'en fiche complètement. Alors, le pape Étienne II, complètement désespéré, fait un truc de fou, un truc que personne n'avait jamais fait avant lui. En plein hiver 753, il traverse les Alpes pour aller voir Pépin. C'est un appel au secours historique. Et c'est là que tout se joue, à Saint-Denis. C'est là que l'histoire de la France et même de l'Europe va prendre un nouveau tournant. Le pape arrive et les négociations commencent. Et les enjeux, ils sont tout simplement colossaux. En fait, c'est un deal, un marché en or pour les deux parties. D'un côté, Pépin dit « Ok, je vais vous sauver des Lombards et je vous donne les terres que je vais reconquérir. » Et en échange, le pape ne donne pas juste un merci. Non, il lui offre le jackpot, une légitimité divine incontestable. Un deuxième couronnement, mais cette fois par le pape en personne. Et en bonus, une sorte d'assurance vie politique. Une menace d'excommunication pour quiconque essayerait de piquer le trône à sa famille. C'est du gagnant-gagnant. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le sacre. Ce n'est pas juste une couronne qu'on pose sur une tête. Pas du tout. C'est une cérémonie religieuse hyper puissante, l'onction avec une huile sainte. Ça transforme un simple chef de guerre en l'élu de Dieu. Le roi devient le représentant de Dieu sur terre. Et ça, pour Pépin, qui est à la base un usurpateur, cette légitimité-là, ça n'a pas de prix. Et le grand jour arrive, 28 juillet 754, dans l'abbaye de Saint-Denis. Le pape Étienne II, en personne, verse l'huile sainte sur le front de Pépin, mais aussi sur celui de ses fils, Charles, qui deviendra Charlemagne, et Carloman. C'est l'acte de naissance de la dynastie carolingienne, une dynastie bénie par Dieu et dont les racines sont désormais plantées pour toujours dans la terre de Saint-Denis.
Et pour boucler la boucle, en 768, quand Pépin sent sa fin approcher, il demande une dernière chose, être emmené à Saint-Denis. C'est là qu'il meurt. Et son dernier souhait est incroyable, il veut être enterré à l'extérieur, sous le porche, le visage contre terre, en signe de pénitence, lui, l'usurpateur. C'est un geste d'humilité immense qui scelle définitivement le destin de la basilique. Elle sera le berceau et maintenant le tombeau de sa dynastie. Et pendant 1000 ans, ce pacte a tenu. 1000 ans. Tous les rois, ou presque, ont suivi Pépin à Saint-Denis. L'abbaye est devenue un musée de l'art funéraire, un trésor national. Mais ce que le pouvoir a fait, le pouvoir peut le défaire. On fait un bond de 1000 ans en avant. On est en 1793. La Révolution française bat son plein. Et ce sanctuaire des rois, il devient une cible. L'ordre qui tombe de la Convention est glacial, sans appel. Il faut éradiquer les symboles de la monarchie. Et quel plus grand symbole que les tombeaux de tous les rois de France, réunis à Saint-Denis. La décision est prise, il faut tout détruire. Imaginez la scène. Les ouvriers descendent dans le caveau des Bourbons. Et là, ils trouvent 54 cercueils. 54, et il faut les ouvrir tous, forcer les lourds couvercles de chêne un par un pour prendre les restes et tout balancer dans une fosse commune. Et ce qui se passe alors est à la fois macabre et complètement surréaliste. Le visage de Louis XIV, le roi Soleil, est tout noir. Le corps de Louis XV dégage une odeur pestilentielle. Et puis, il y a Henri IV. Son corps est incroyablement bien conservé. On le sort de son cercueil et on le met debout contre un pilier. Le spectacle est tellement fou que la nouvelle se répand. Et Robespierre, l'incorruptible en personne, se déplace pour voir ça. Ce face-à-face incroyable entre la Révolution et le bon roi Henri. Ce moment est hors du temps. Robespierre s'approche et, dans un geste étrange, il arrache 2 poils de la barbe du roi. Un souvenir, peut-être ? Dès qu'il a le dos tourné, la foule se lâche. Une femme s'avance et gifle le cadavre. Un soldat, avec son sabre, coupe une mèche de la barbe, comme un trophée de guerre. Et puis, finalement, on jette le corps d'Henri IV dans la fosse commune, avec tous les autres. Bien plus tard, après la Révolution, sous la Restauration, on a essayé de réparer un peu les dégâts. On a exhumé ce qui restait des corps. Mais tout était mélangé, rongé par la chaux-vive qu'on avait jetée dans la fosse. On a rassemblé tous ces ossements dans un ossuaire, dans la crypte. Et c'est là qu'ils sont encore aujourd'hui, tous ensemble, anonymes. Heureusement, tout n'a pas été détruit. Par une sorte de miracle, une grande partie des sculptures magnifiques, les gisants, ont été sauvés, mis à l'abri juste à temps. Et la basilique elle-même, même si elle a été saccagée, a survécu. Elle sera magnifiquement restaurée au XIXe siècle, ce qui nous permet aujourd'hui encore d'admirer ce témoin exceptionnel de notre histoire. Finalement, le destin de Saint-Denis, c'est vraiment le reflet du destin de la monarchie. En 754, c'est son berceau. Elle devient ensuite sa tombe sacrée. Puis, en 1793, la cible de la haine révolutionnaire. Aujourd'hui, elle est là, debout, comme un témoin de toute cette histoire, de la naissance à la chute. C'est pour ça que quand on regarde Saint-Denis, on ne voit pas qu'une basilique. On lit l'histoire de France à livre ouvert, une histoire écrite dans la pierre, avec ses moments de gloire, ses complots, ses violences. C'est le récit d'un pouvoir qui rêvait d'être éternel. Alors, berceau d'une dynastie, tombeau pour ses rois, cible pour une révolution, qu'est-ce que l'histoire d'un seul bâtiment nous apprend sur la nature du pouvoir ? Eh bien, peut-être que ça nous montre à quel point les symboles sont à la fois extraordinairement puissants et terriblement fragiles. Saint-Denis, au fond, c'est bien plus que le cimetière des rois. C'est le champ de bataille de leur mémoire.